Sans transition aucune, je vais passer la parole à Monsieur Laborde, qui lui, donc après la question de l'adaptation finalement des normes internationales, va nous parler de la question de l'adaptation des institutions internationales pour réagir à la crise, et va nous parler donc du HCR. Monsieur Laborde, nous vous écoutons. Bien, merci beaucoup pour cette introduction. Bonjour à tous et à toutes. Avant toute chose, je tenais également à remercier les organisateurs de ce colloque de leur invitation, qui m'honorent sincèrement. C'est un plaisir de découvrir cette université et de rencontrer ceux qui la font vivre au quotidien. Alors, quelques explications tout d'abord sur le titre. D'abord, pourquoi parler du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR ? Bien, pour une simple raison, c'est qu'il s'agit de l'institution internationale, thème de cette troisième table ronde, chef de file en matière de protection des réfugiés, réfugiés qui constituent une part conséquente, voire majoritaire, des personnes migrant vers l'Europe depuis quelques années. Alors, comme vous l'avez précisé dans l'introduction, mon sujet a quelque peu évolué, pour une raison assez simple également, c'est qu'après quelques recherches, la réponse à la question initiale, donc le HCR est-il encore utile, est évidente. Oui, le HCR est encore utile, il est même plus utile que jamais. Un seul chiffre pour le démontrer, en 2015, son action bénéficiait à 43 millions d'individus dans le monde, soit le 31e pays au monde en termes de population. Alors, on peut en revanche s'interroger sur plusieurs questions. En quoi son mandat a-t-il évolué depuis sa création, donc création effective le 1er janvier 1951. Donc ce mandat a-t-il évolué? Si oui, de quelle façon? Quelles peuvent en être les causes, les conséquences? Et enfin, existe-t-il des solutions aux problèmes apparus depuis donc, les années 1950? Donc c'est donc à ces différentes questions que je vais tâcher de répondre aujourd'hui. Une dernière précision temporelle cette fois, pour vous dire que je ne me limiterai pas donc, au contexte migratoire actuel, pour les raisons qu'on a évoquées à maintes reprises aujourd'hui. Et cette notion de crise, puisque étymologiquement, en fait, la notion de crise renvoie à un moment précis et décisif, c'est un terme médical. Et ce qu'on connaît depuis, disons, les années de 2011, donc le début de la guerre civile en Libye et en Syrie, ne revêt pas ces caractéristiques. Puisque si on regarde donc, depuis 2011, ce sont entre 1,5 et 2 millions de personnes qui ont migré vers l'Europe. Or, si on prend un peu de recul sur l'histoire, on s'aperçoit qu'au sortir de la Première Guerre mondiale, donc en 1920, on comptait 10 millions de personnes déplacées en Europe. Et après la Seconde Guerre mondiale, c'était 40 millions. Donc ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est d'abord, ça ne date pas, ça ne date pas d'hier, ça remonte à plus de 50, 100 ans presque. Et surtout, les proportions qu'on connaît aujourd'hui ne sont pas celles qu'il y avait hier. Donc il ne s'agit pas ici de remettre en cause, évidemment, ce qu'on connaît aujourd'hui au niveau migratoire. Il s'agit plutôt de le remettre en perspective au niveau historique. Bien, donc si on compare tout d'abord le mandat originel du HCR avec celui actuel, on constate une triple évolution. Et donc pour reprendre une terminologie chère aux juristes, donc je parlerai d'une évolution ratione temporis, ratione materiae et ratione personae. Alors il faut tout d'abord savoir que le HCR n'était censé exister que 3 ans, donc soit jusqu'au 31 décembre 1953. Néanmoins, depuis, son mandat a été constamment renouvelé, d'abord par des phases de 5 ans, et ce donc par des résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU, dont le HCR est un organe subsidiaire. Enfin, en 2003, cette même Assemblée générale de l'ONU lui a conféré un mandat indéterminé, ou plus exactement, je cite, donc jusqu'à ce que le problème des réfugiés soit réglé, donc supprimant ainsi toute contrainte temporelle. Ensuite, le contenu des attributions du HCR s'est également enrichi. Alors, d'une manière générale, et selon donc, l'article 1 du statut du HCR adopté par la résolution 428 de 1950, le HCR poursuit deux objectifs, assume 2 fonctions. Donc d'abord, celle de protection internationale. C'est un terme que je vais utiliser plusieurs fois, donc c'est important de poser une définition. Donc par protection internationale, le HCR entend toutes les actions visant à assurer aux femmes, aux hommes, aux filles et aux garçons qui relèvent de sa compétence l'égalité d'accès à leurs droits et la jouissance de ceux-ci, donc conformément aux législations applicables en vigueur, droits de l'homme, droits des réfugiés notamment. Ensuite, donc ça c'est le premier objectif du HCR, et le second c'est la recherche de solutions permanentes aux problèmes des réfugiés. Et là, donc, c'est l'article 8 du statut qui en liste 2. Donc, d'abord le rapatriement dans le pays d'origine, pour ceux qui l'acceptent, et ensuite l'assimilation ou l'intégration sur place. Ce même article 8 liste un certain nombre d'actions qu'on peut adopter pour parvenir donc, à ces objectifs.
je ne vais pas tous les citer. On peut notamment parler de la poursuite de la conclusion de nouveaux traités ou encore donc, de la coordination par le HCR des efforts des organisations privées qui s'occupent de l'assistance aux réfugiés. Et là aussi, on constate une vraie évolution depuis 1951. D'abord, une troisième solution permanente est apparue, et ce très rapidement, en fait, dès 1956, c'est celle de la réinstallation. C'est-à-dire, en fait, donc, le départ d'une personne reconnue réfugiée dans un État vers un État tiers. Par exemple, aujourd'hui, c'est le départ des Syriens donc reconnus réfugiés, par exemple, en Égypte, que l'on va envoyer vers les États-Unis et le Canada. Donc, en plus des activités que je listais tout à l'heure, d'autres sont apparues, notamment les interventions du HCR en amicus curiae. Et là, donc, il y a une affaire particulièrement célèbre, donc IM contre France en 2012 devant la Cour européenne des droits de l'homme, qui a abouti donc, à la condamnation de la France pour non-respect du droit à un recours effectif pour les demandeurs d'asile donc, en situation de recours placés dans les centres de rétention administrative. Alors, le dernier point de l'évolution du mandat, qui est sans doute le plus important, concerne la catégorie des personnes protégées et assistées. Puisque si on se réfère donc à l'article 6, et comme Manon l'évoquait, le HCR donc, applique évidemment la Convention de Genève et ne concerne que les personnes reconnues comme réfugiés. Mais donc, depuis 1951, 3 nouvelles catégories de personnes se sont rajoutées à son mandat. D'abord, les personnes rapatriées, c'est-à-dire donc, les personnes anciennement réfugiées qui acceptent de retourner dans leur état d'origine. Et ce mandat a été conféré donc, par le comité exécutif du HCR, son organe directeur, depuis les années 1980. Autre catégorie, celle des apatrides, donc les personnes qu'aucun État ne reconnaît comme son national. Et donc là, également, l'Assemblée générale de l'ONU l'a rappelé par une résolution 50-152 de 1995. Donc il s'agit ici de la deuxième catégorie. Et enfin et surtout, se sont ajoutées les personnes déplacées de l'intérieur, donc les déplacés internes, c'est-à-dire les personnes qui sont contraintes de quitter leur foyer sans pour autant franchir une frontière internationale. Et ce nouveau mandat est fixé au cas par cas, donc pays par pays pour le HCR, et là aussi par des résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU, et ce dès les années 1970. Si bien qu'aujourd'hui, donc sur le chiffre que je vous disais tout à l'heure, 43 millions de personnes assistées, eh bien seulement 28%, donc moins d'un tiers, sont effectivement des réfugiés. C'est 12 millions. Au contraire, donc les personnes déplacées internes, eux, sont devenus 2 fois plus nombreux, ils sont 24 millions. Donc les personnes assistées en priorité par le HCR désormais, ce sont les déplacés internes. Donc comme vous le voyez, le champ du HCR s'est considérablement élargi en termes temporels, en termes d'action et en termes de personnes placées sous sa protection. Alors, comment l'expliquer ? À mon avis, 2 éléments peuvent expliquer cette évolution, et ces 2 éléments sont de fait extérieurs au HCR. Alors, la première explication tient à la nature des événements générateurs de personnes relevant de la compétence du HCR, et plus exactement à la multiplication, voire à la nature évolutive de ces événements. Alors, en d'autres termes, et pour parler plus simplement, si le HCR existe toujours, c'est d'abord parce qu'il y a toujours autant de conflits. Sans rentrer dans un cours de relations internationales, on l'a déjà abordé ce matin aussi, on comptait à la fin 2015 14 conflits toujours actifs, dont la majorité tire son origine soit de la guerre froide, soit des guerres post-coloniales. Mais surtout, ces conflits ont évolué. Alors qu'ils opposaient avant 2 États entre eux, ils sont devenus plus internes, et les personnes civiles, avant victimes collatérales, deviennent des cibles privilégiées. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles le nombre de personnes déplacées internes a augmenté jusqu'à doubler donc celui des réfugiés à partir des années 2005-2006. Alors quelques exemples de mouvements de déplacés internes, donc en République démocratique du Congo, en Irak bien évidemment, en Syrie où 40% de la population est aujourd'hui déplacée interne, c'est 7,6 millions de personnes, au Soudan du Sud et encore en Europe, en Ukraine, puisqu'en 2014, 640 000 personnes donc ukrainiennes ont été contraintes de quitter leur foyer. Alors parallèlement à ces changements donc, qui tiennent à la nature des événements, les acteurs traditionnels de l'asile, donc les États du Nord, les États industrialisés, les États d'accueil, ont eux opéré un changement d'approche pour passer donc d'un droit de partir à un droit de rester. Alors je m'explique là-dessus. Lorsque le HCR est créé donc, en 1950 et la Convention de Genève adoptée en 1951, la guerre froide a déjà débuté.
Et les États du Nord, en plus d'avoir besoin de main-d'œuvre pour se reconstruire, souhaitent discréditer le régime soviétique et donc vont encourager les personnes y résidant à partir. Cette philosophie était déjà reflétée aux articles 13 et 14 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Donc, je cite rapidement l'article 13, alinéa 2. « Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien. » Et article 14, alinéa 1. « Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. » Mais en fait, avec la détérioration de la situation économique, notamment avec les chocs pétroliers et surtout avec la chute du bloc soviétique en 1991, les intérêts des États du Nord ont disparu. Ils vont donc chercher à réduire les flux migratoires et plutôt que d'encourager les personnes à partir de chez eux, ils vont les encourager à rester chez elles. C'est ce qu'on appelait un droit à rester en sécurité dans son pays. Et ceci s'est donc traduit de deux façons, en termes numériques, donc par l'augmentation, comme je le disais, du nombre de déplacés internes, et en termes de politique, ça s'est traduit par la mise en place de politiques d'externalisation de l'asile. C'est une notion assez importante. Et donc ceci consiste en fait, pour les personnes qui sont malgré tout contraintes de sortir de leur État, du fait des persécutions qu'elles subissent, c'est faire en sorte que leur demande d'asile et la protection éventuelle qui leur est octroyée le soient au plus proche des zones d'où elles viennent, au plus proche du pays, donc souvent dans les pays limitrophes. Si bien qu'en 2014, on estimait que 86% des personnes réfugiées dans le monde vivent à proximité immédiate de leur pays de nationalité, souvent dans un pays limitrophe. Il y a un autre chiffre qui parle de lui-même. Donc près de 50% des réfugiés dans le monde vivent dans les 50 États les plus pauvres du monde. On a évoqué tout à l'heure le Kenya, on peut aussi évoquer l'Éthiopie. Alors, donc, comme on l'a vu, d'un côté, les besoins en termes de protection se sont maintenus à cause des conflits. Et de l'autre côté, les acteurs traditionnels de l'asile ont quelque peu fermé leurs portes. Donc, qui donc, pour assurer la protection de ces personnes dans le besoin, sûrement pas les États du Sud, parce que soit ils sont à l'origine même de ces persécutions, soit parce qu'ils sont confrontés à d'autres problématiques internes, et notamment la lutte contre la pauvreté. Et c'est donc sur le HCR que va échoir cette responsabilité. Alors, force est ici d'admettre que le HCR n'est pas seulement en fait victime n'a pas seulement subi ce changement d'approche, il l'a déjà acté, et ce dès les années 95, par une communication que je vous cite rapidement. Donc, depuis l'effondrement du bloc soviétique, la roue a tourné, de sorte qu'il est beaucoup plus question aujourd'hui du droit de rester dans son propre pays. Le HCR a également soutenu et promu cette politique d'externalisation de l'asile, notamment au début des années 2000, lorsque Ruud Lubbers était le haut-commissaire. Il y a notamment un document en 2003, proposition d'une triple approche du HCR, qui développe cette politique. Alors néanmoins, il faut le savoir, et je suis sûr que vous le savez déjà, on vous l'avons dit en introduction, le HCR se situe dans une situation de dépendance vis-à-vis des États, puisque l'immense majorité de son budget, 96% de son budget, dépend des contributions volontaires des États. Le HCR n'a pas de budget propre. Et donc, si on observe un peu les États donateurs, on s'aperçoit que les 17 plus gros donateurs, donc qui représentent 89% du budget, sont tous des États industrialisés, États du Nord. Si bien qu'il serait illusoire de croire que cette dépendance financière n'ait pas d'influence sur ces orientations stratégiques. Donc, quoi qu'il en soit, les pays d'accueil se reposent désormais sur le HCR pour assurer la protection qu'ils offraient avant jusqu'aux années 80-90. Alors on peut désormais s'interroger sur les conséquences de cette évolution d'approche par les États industrialisés. Alors en un mot, c'est selon moi donc l'affaiblissement de la qualité de la protection des personnes y ayant droit. Alors sans rentrer dans les détails, puisqu'on a déjà abordé assez longuement aujourd'hui, si on regarde les différentes catégories de personnes qui relèvent du HCR, ce constat donc de l'affaiblissement de la qualité est assez visible. Alors si on s'intéresse d'abord aux personnes vivant dans les camps, donc soit les camps de déplacés internes, soit les camps de réfugiés, donc là, on parle d'environ 17 millions de personnes. Alors il faut d'abord savoir que le HCR n'est pas favorable aux camps. Il a rappelé en 2014 dans son document politique du HCR sur les alternatives aux camps. Le HCR ne conçoit pas les camps comme une solution durable. Néanmoins, c'est une réalité, donc 17 millions de personnes, il faut donc l'aborder. Comme vous le savez, donc la situation dans ces camps est très critique, et je vous renvoie à un excellent reportage qui était diffusé sur Arte il y a quelques mois, donc qui s'intitulait « Bienvenue au Réfugistan », qui expose les difficultés que connaissent les personnes qui y vivent. Et un simple chiffre, la moyenne des durées d'une personne dans un camp, c'est 17 ans. Une personne reste en moyenne dans un camp 17 ans, et au Kenya que vous évoquiez,
on aborde la 3e génération de personnes qui n'ont connu que des camps. Le problème principal dans ces camps, c'est celle de la liberté de circulation, qui est pourtant garantie pour les personnes réfugiées à l'article 26 de la Convention de Genève. Ainsi, même dans le camp de Marjah Belfaoud en Jordanie, qui est souvent appelé un camp 5 étoiles, les réfugiés, essentiellement syriens, ont la stricte interdiction de sortir du camp et de recevoir des visites. Ensuite, donc, si on regarde la situation des personnes réfugiées, des personnes reconnues réfugiées, mais qui vivent en dehors des camps, mais qui restent donc dans les États du Sud, comme je le disais, 86% des réfugiés, là, c'est la question des questions de subsistance qui posent problème, et notamment de l'accès au marché du travail local. Ainsi, si on prend l'exemple du Liban, où vivent désormais plus d'1 million de réfugiés, essentiellement syriens, eh bien, en plus de devoir s'acquitter d'une taxe de $200 par an, les réfugiés doivent signer un engagement à ne pas travailler. Bien qu'il ait mis en première ligne, le HCR n'a pas les moyens d'assurer une protection suffisante, à cause donc, du problème de budget, d'une absence du budget propre, et également à cause du fait qu'il est soumis évidemment à la souveraineté des États dans lesquels il intervient. Le HCR n'est pas un État, il ne peut imposer quoi que ce soit en termes de liberté de circulation ou en termes d'accès au marché du travail local. Et donc si crise il y a, elle se situe ici, c'est une crise humanitaire et c'est celle des conditions de vie des personnes reconnues réfugiées dans les États du Sud. Alors, quelle solution face à cet état de fait ? Comme il a été démontré jusqu'à maintenant, le droit d'asile tel que nous le connaissons aujourd'hui est un droit dérogatoire. La règle générale, c'est celle de la limitation de la liberté de circulation. Le système des visas en est une illustration. Le droit de partir dans un autre pays que le sien et d'y demander l'asile, c'est une dérogation à ce principe de la limitation de circulation, avec les conséquences que j'exposais, donc un affaiblissement de la protection. Donc face à cela, je soutiens la thèse d'un droit d'asile axiologique responsable. C'est une expression un peu barbare, mais qui a déjà été abordée notamment par Pacifique dans sa présentation. Qu'est-ce qu'on entend par droit d'asile axiologique ? Eh bien, c'est un droit reposant sur un système de valeurs qui aboutit à une politique d'ouverture des frontières pour permettre à ceux qui cherchent l'asile de le faire. Et cette conception est indissociable de la stricte liberté de circulation, telle qu'exposée notamment à l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme que je citais tout à l'heure. Alors, quelles seraient les conséquences de ce droit d'asile axiologique ? Eh bien, la première, ce serait que la plupart des personnes réfugiées, finalement, ne demanderaient pas officiellement l'asile à travers les procédures que vous évoquiez tout à l'heure. Tout simplement, ce qu'ils demandent en majorité, c'est à pouvoir partir de chez eux et à s'installer de manière légale dans un État tiers. Et dans ce cas-là, donc, les personnes qui demanderaient officiellement l'asile à travers les procédures qu'on mentionnait, eh bien, le fait de demander l'asile chercherait deux objectifs. C'est d'abord reconnaître la cause pour laquelle ils ont été persécutés, et ensuite, c'est leur assurer une certaine assistance matérielle pour ceux qui en ont besoin. Et le fait que tous les réfugiés ne demanderaient pas l'asile permettrait de revenir, à mon avis, à la conception originelle du droit d'asile, c'est-à-dire sa fonction recognitive. Puisque les événements, les persécutions qu'une personne subit précèdent la reconnaissance de sa qualité. Et là, je citerai, pour être peut-être plus précis, les lignes directrices du HCR en ce qui concerne donc, l'application de la Convention de Genève. Une personne ne devient pas réfugiée parce qu'elle est reconnue comme telle, mais elle est reconnue comme telle parce qu'elle est réfugiée. C'est un peu technique, mais c'est une distinction qui est vraiment primordiale, à mon avis, c'est cette fonction recognitive du droit d'asile. Alors, la principale critique faite au droit d'asile axiologique serait de l'ordre réaliste, et là je cite Jean-Michel Bélorgey dans son ouvrage Le droit d'asile, qui déclare « Les inégalités de développement entre les différentes parties de la planète pourraient donner lieu à des mouvements de population d'une ampleur telle qu'il en résulterait une intolérable déstabilisation de la plupart des sociétés organisées. » Autrement dit, en fait, parce qu'on ouvrirait les portes de l'Europe, la Terre entière risquerait d'arriver. Alors, quelques remarques, quelques réponses sur ce point. D'abord, d'un point de vue sociologique, notamment ici de mes différentes expériences à l'étranger, que ce soit en Afghanistan ou en Afrique, pour dire qu'à mon avis, c'est mal connaître le phénomène des migrations, puisque la part des personnes désireuses de quitter leur pays est minime. Si on prend les chiffres de 2015, ça représente moins de 3% de la population mondiale. Et encore, on parle de migrations sud-sud et nord-sud ensemble. Tout le monde ne souhaite pas quitter son pays, y compris dans des contextes de guerre, même en Afghanistan. Ensuite, c'est surestimer l'effet attractif de l'Europe, et de la France en particulier en ce qui nous concerne, puisque le phénomène de récession économique que l'on connaît est mondialement connu et relayé à travers les médias, y compris à l'étranger.
Un exemple, enfin une illustration plutôt, c'est le faible nombre de demandes d'asile déposées par les personnes syriennes en France, 5 000 seulement en 2015 sur les 315 000 demandes qu'ils ont effectuées en Europe. Et surtout, et c'est pourquoi j'accole le terme responsable à l'expression droit d'asile axiologique, une ouverture des frontières ne peut pas se faire de manière isolée à cause de ce risque qu'on ne peut malgré tout pas exclure totalement. Si bien que c'est pour un droit de rester réel que c'est un droit de rester réel que je défends, et ceci inclurait donc de revoir nos politiques d'intervention dans les États du Sud, et notamment en matière de co-développement et de politique. Puisque ce que vous disiez tout à l'heure, en fait, c'est une évidence, voire une lapalissade, mais la première raison pour laquelle, ce que recherche la majorité des personnes qui migrent vers l'Europe, ce n'est pas de vivre en Europe, c'est d'abord de vivre en paix et avec des conditions de vie décentes, donc conditions de vie et d'accès à la santé, à l'éducation ou à l'alimentation, entre autres. Donc, si donc ces conditions étaient réunies dans les États du Sud, le nombre de départs s'en trouverait évidemment réduit. Et donc ceci appelle à une révision de nos politiques publiques en matière d'intervention sur le co-développement politique ou économique. Donc ce point a déjà été abordé dans une présentation précédente, donc je ne répéterai pas tout. Donc voilà, en conclusion, l'élargissement du mandat du HCR nous renseigne sur beaucoup plus de choses que le simple mandat du HCR en tant que tel. Ça nous montre le lien très étroit qui existe entre droit d'asile et relations internationales. Ça nous renseigne également sur la nature changeante des conflits et sur la façon dont nos États conçoivent et remplissent actuellement leur devoir de protection internationale. Et ça appelle également, à mon avis, un changement de politique générale pour passer d'un droit d'asile à un droit à l'asile. Voilà, je vous remercie de votre attention. Alors, Monsieur Laborde, je vous remercie et je répare immédiatement mon erreur quasi inexcusable en tant que présidente. Heureusement que vous avez parlé de votre thèse d'un droit d'asile. Ah, parce que je me suis dit thèse, mais oui, thèse, je n'ai pas parlé de votre thèse. Donc, Monsieur Laborde fait une thèse sur le renouveau de la question kurde, une thèse sur les directions du professeur Julien Fernandez, qui enseigne à Paris 2 aujourd'hui, mais qui a enseigné longtemps dans cette université. Personnellement, je retiens de votre très riche intervention, tout d'abord que décidément l'impact de l'évolution des conflits armés internationaux en conflits armés non internationaux irrigue et a un effet subversif sur toutes les branches du droit international, et y compris bien sûr sur le mandat du HCR. Je retiens aussi que votre question de politique d'externalisation de l'asile renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure sur évidemment l'application de la Convention de Genève, à savoir la question de la sécurisation des zones à proximité géographique des zones d'origine des migrations, et donc toujours la fameuse question de l'exportation à la fois des valeurs de droit, si on veut parler vraiment du fond de la transformation des sociétés, et puis aussi, de manière plus prosaïque, la question du maintien de l'ordre public avec peut-être les nouveaux mécanismes du droit international qu'on connaît aujourd'hui. Et là, je pense à la responsabilité de protéger, que mon ami Julien connaît bien, Julien Fernandez. Donc, hein.